Bonjour et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 24 heures Sénat. 6455 communes s'apprêtent à accueillir un second tour des élections municipales qui vont changer le paysage politique français. Dans ce journal, nous parlerons des chiffres clés et des enjeux avec évidemment cette question majeure. Les abstentionnistes se rendront-ils aux urnes ce dimanche ? Nous reviendrons également sur les sénateurs qui se sont lancés dans la bataille des municipales avec notre chroniqueuse Tam Tranui à Strasbourg, Dijon, Lyon ou encore Marseille. Ils espèrent être élus ou réélus à la tête de leur commune. Alors que le second tour de ces élections approche, Mounir Soussi décrypte ces municipales en quelques chiffres clés, le nombre de triangulaires, l'âge moyen des candidats ou encore le taux d'abstention. Vous allez tout savoir. Beaucoup d'électeurs ne vont pas se déplacer aux urnes ce dimanche, mais ils ne grossiront pas les chiffres de l'abstention pour autant, car l'élection est déjà jouée dans 80% des villes. Seulement 6455 communes organisent un second tour. Des seconds tours avec 986 triangulaires dans des communes de plus de 1000 habitants. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux précédentes municipales. Le maintien du Front National dans 229 grandes villes explique en partie cette hausse. Et à Tairapou en Polynésie, les électeurs auront l'embarras du choix puisque, fait unique, 6 listes ont réussi à se maintenir. Au niveau national, l'UMP et l'UDI progressent en rassemblant 46% des voix. La gauche recule nettement alors que le FN réalise une percée avec 9% des suffrages. Le parti d'extrême droite qui a réussi à placer 41 candidats en tête au premier tour et qui compte dans ses rangs la doyenne des candidats âgés de 104 ans. Alors qu'à seulement 22 ans, Robin Reda, le Benjamin encarté à l'UMP, est en passe lui de ravir Juvisy-sur-Orge à la gauche. Et les enjeux ne seront pas les mêmes selon les partis. Certains tenteront de sauver les meubles, d'autres espèrent transformer l'essai du premier tour. État des lieux avec Faustine Saint-Geniès. Une vague bleue de grande ampleur, c'est l'objectif de l'UMP. La droite a de fortes chances de conserver Marseille et pourrait conquérir une centaine de villes. Parmi elles, Strasbourg, Toulouse, Saint-Étienne ou encore Caen. L'UMP compte bien faire de ce second tour des municipales un référendum anti-Hollande. L'UMP a pour vocation de rassembler tous les Français qui veulent exprimer leur rejet de François Hollande et préparer la reconstruction de l'avenir. Pour le Parti socialiste, c'est le second tour de tous les dangers. Lui qui détenait une grande majorité des villes, il a beaucoup à perdre et peu à gagner. Principal enjeu pour le PS, mobiliser les abstentionnistes. Mon premier devoir, c'est d'appeler les électeurs à venir voter pour des maires qui soient des bons maires, qui soient des maires à leur portée, qui apportent quelque chose dans leur ville et qui soient aussi en capacité de faire barrage, oui, barrage au Front National. Le Front National qui, après sa percée du premier tour, affiche ses ambitions. Atteindre la barre des 1000 conseillers municipaux et conquérir 15 villes. Avantage pour les Verts qui ont créé la surprise avec un score moyen de 11,8%. Un succès électoral qui, s'il se confirme, leur permettra de peser davantage sur la politique du gouvernement. Au front de gauche, le PC espère se maintenir dans les villes qu'il détient, mais les communistes et Jean-Luc Mélenchon partent à nouveau en ordre dispersé. Et il va falloir composer avec eux. Les Verts, forts de leurs bons résultats au premier tour, veulent faire entendre leur voix, ou plutôt leur point de vue. À l'aube d'un éventuel remaniement ministériel et d'un changement de cap politique, Europe Écologie Les Verts exigent plus de social et plus d'écologie. Quentin Calmet et Pauline Dame. Participer au gouvernement, oui, mais en conservant une liberté de parole. Pour les responsables d'Europe Écologie Les Verts, cette stratégie a été validée par le scrutin du premier tour. Ils sont même le seul parti à gauche à obtenir un meilleur score qu'en 2008. Oubliez les 2% de la présidentielle. Avec près de 12% des voix, ils sont en position de force pour négocier avant le remaniement. Nous avons montré au premier tour de ces élections que nous sommes un point important de cette gauche et que nous avons aussi un discours qui porte et qui dit des choses. Remaniement ou pas, qu'est-ce qu'on fait dans les mois qui viennent ? Comment est-ce qu'on répond aux attentes des Français? Et après, évidemment, avec quelle équipe? Mais il faut déjà avoir une réponse politique avant même de décider de construire une équipe autour de cette réponse. Au cœur de cette réponse, des sujets majeurs comme le mix énergétique, la pollution de l'air, les transports ou encore l'économie verte.
Quant au pacte de responsabilité et ses 50 milliards d'euros d'économies, pourquoi pas selon les Verts, mais sans ralentir le chantier de la transition énergétique. Enfin, même s'ils se défendent d'y penser, reste le calcul lié au remaniement. Dans une équipe resserrée, pas sûr qu'il y ait la place pour un troisième ministre vert. Le ministère de l'écologie pourrait à nouveau leur échapper, trop sensible au vu des différences d'approche sur le dossier du nucléaire. Et j'accueille sur ce plateau Thomas Guénolé, bonsoir, politologue et maître de conférence à Sciences Po. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que les abstentionnistes vont se rendre aux urnes, vont aller voter ce dimanche? À chaque fois, c'est une question qui est posée. Et pour l'instant, à chaque fois, la réponse est à peu près non. Donc, Pourquoi non? Pourquoi autant de certitude finalement entre ces deux tours? Parce que, en réalité, la quasi-intégralité des commentateurs et des analystes de l'abstention ne la comprennent pas, la qualifient de paresse, de comportement avec un haussement d'épaule, de comportement je m'en foutiste, de parti des pêcheurs à la ligne aussi. On a également beaucoup parlé d'abstention-sanction. Mais on ne devrait même pas considérer ça comme un phénomène qui existe dans l'abstention. C'est que l'abstention, c'est ça. Quand vous vous abstenez, pardon d'employer ce vocabulaire à une heure de grande écoute, mais quand vous vous abstenez, le message que vous envoyez à la classe politique, c'est « allez tous vous faire foutre, moi je n'y crois plus, faites vos affaires entre vous ». Un abstentionniste, foncièrement, c'est ça. Même celui, vérifiez autour de vous, les gens qui se sont abstenus. Vous leur dites, mais alors pourquoi t'es pas allé voter? Parce que je m'en fiche, ça m'intéresse pas, etc. Et puis quand vous creusez un peu, pourquoi ils s'en fichent? Parce que c'est tous les mêmes, parce qu'ils répondent pas à nos problèmes, etc. Et ça, c'est un rejet politique. Je termine juste sur ce point-là parce qu'il est vraiment crucial et tout le monde passe à côté. Quand vous additionnez les gens qui sont restés chez eux au premier tour et les gens qui ont voté contre le système, Front de gauche ou Front national, ça fait plus d'un électeur sur deux. Ça veut dire qu'il y a plus d'un électeur sur deux qui, soit en restant chez lui, soit en jetant une grenade dégoupillée dans l'urne, pour faire sauter le système, rejette le système politique tel qu'il existe actuellement. C'est extrêmement grave. Et c'était déjà le cas au premier tour de la présidentielle de 2012. En additionnant abstention, Front national et Mélenchon, vous aviez plus d'un électeur sur deux. Ce qui veut dire qu'il était vain pour les deux partis majoritaires UMP-PS de tenter de mobiliser ces électeurs en une semaine entre les deux tours? En fait, quand ils sont en train de vouloir se mobiliser l'un contre l'autre, ils passent complètement à côté du sujet. Et même la perception par la classe politique des enjeux de ce scrutin, des analystes et des commentateurs, la plupart en tout cas, c'est d'avoir le nez collé littéralement sur les suffrages exprimés. Je vais vous la faire sous la forme d'un hémicycle, d'accord? Je ne sais pas si on me voit à l'écran. Oui, là on me voit, je crois. Vous voyez, ça, c'est le total électoral en comptant les abstentions. Et tout le monde regarde ce qui se passe là. Et ce qui s'est passé là, ça n'existe pas. On zappe complètement qu'il y a plus de la moitié des électeurs, que tous ces jeux-là n'intéressent plus, et il y en a une petite partie d'entre eux, à peu près 10 points, pour résumer, qui sont même allés jusqu'à voter, soit pour la lutte des classes, soit pour la lutte des races, ce qui est extrêmement grave. Et pendant ce temps-là, on est là, est-ce que tel point va monter, etc. Ce sont des jeux qui se déroulent à l'intérieur d'un système qui est rejeté par plus d'un Français sur deux. J'insiste là-dessus, mais on passe à côté de cette information cruciale. Est-ce qu'on peut dire, peu importe finalement les résultats de ce second tour, que le grand gagnant de ces élections, quoi qu'il se passe dimanche, c'est le Front national, au vu des nombreuses triangulaires qui vont avoir lieu là, dans plus de 200 villes, le FN est en position d'arbitre? Il y a plusieurs gagnants en réalité. Il y a plusieurs gagnants. Il y a le Front national par rapport qui revient simplement à sa situation de 1995. C'est pas une vague brune, c'est pas un raz-de-marée néofasciste. Même si le FN est un parti néofasciste, c'est pas non plus un raz-de-marée. Vous avez les écologistes qui s'en sortent très bien, mais du fait d'un vote sanction de gauche, de gens qui ont préféré voter Europe Écologie pour sanctionner le PS, plutôt que de rester chez eux ou de voter Front de gauche. Vous avez l'UMP, bien sûr, qui sort gagnant, mais simplement par effet pendulaire, parce qu'ils avaient pris une énorme claque en 2008. Et donc, le PS, lui, par contre, est du côté des perdants. Donc, il y a plusieurs gagnants, je précise. Ce seront les mots de la fin, Thomas Guénolé. Merci d'être venu sur notre plateau. On va juste regarder la question qu'on a posée aujourd'hui à nos internautes avec le nouvelobs.com. Irez-vous voter dimanche? Une majorité de votants a répondu oui à 67%. En 2 mots, un commentaire? Ce n'est pas représentatif. Je suis désolé, y a pas les quotas ne sont pas pondérés, donc en fait, c'est une estimation qui n'a pas de valeur scientifique. Eh ben, on verra ça. Je vous en veux pas. Non, on verra ça dimanche. Et on a pu voir aujourd'hui Alain Juppé ému, ovationné, alors qu'il entame officiellement son 4e mandat à la tête de la mairie de Bordeaux. Dans la salle du conseil municipal, Alain Juppé a largement été réélu par les conseillers municipaux, puisqu'il a recueilli 52 voix sur 61.
Et j'accueille notre chroniqueuse Tam Tranui, bonsoir. Bonsoir Marie. Vous nous parlez des sénateurs qui se sont lancés dans la bataille des municipales et on commence par Strasbourg. Et oui, Strasbourg où se déroule une triangulaire au sommet avec à gauche le sénateur maire socialiste Roland Ries, à droite Fabienne Keller, également sénatrice UMP et qui fut maire de Strasbourg le temps d'un mandat de 2001 à 2008. Leur combat très serré est arbitré par le Front National. Le dernier sondage paru hier donne une toute petite avance, un petit point à Roland Ries, mais rien n'est joué. Autre face-à-face de sénateurs à Dijon. Et oui, Dijon, où l'actuel sénateur maire, François Rebsamen, également chef de file des sénateurs socialistes, fait face à Alain Houpert, sénateur rattaché au groupe UMP. Là encore, le Front National est présent au second tour, mais là, il n'y a pas beaucoup de suspense. A priori, François Rebsamen devrait l'emporter sans trop de difficultés. Et pour un petit peu plus de détails, rendez-vous sur notre site sur publicsénat.fr où nous consacrons justement tout un reportage aujourd'hui à Dijon. Alors d'autres sénateurs devraient être élus dans un fauteuil. Et oui, confortable avance pour Gérard Collomb, le baron PS de Lyon. Confortable avance aussi pour Jean-Claude Gaudin, UMP, qui est arrivé en tête au premier tour à Marseille. Le candidat socialiste Patrick Mennucci est lui loin derrière, en troisième position dimanche dernier, derrière encore le Front National. Enfin, certains sénateurs maires vont eux avoir beaucoup de difficultés à être réélus et ils sont plutôt à gauche. Et oui, d'abord, Michel Delebarre, maire socialiste de Dunkerque, est en danger dans son fief dont il a été l'édile pendant 25 ans. Idem pour Jean Germain, maire de Tours, lui, depuis 1995. Et il va donc peut-être devoir céder sa place. Ballottage défavorable également pour Maurice Vincent à Saint-Étienne. Lui n'était maire que depuis 2008, alors un petit mandat et puis s'en va. Eh bien, rendez-vous dimanche pour le savoir. Et dimanche, Tam, les chaînes parlementaires vous donnent rendez-vous dès 19h pour 6 heures de direct, d'analyse des résultats. Les deux rédactions de Public Sénat et de LCP sont mobilisées pour vous faire vivre au plus près les résultats de ce second tour dans de nombreuses villes clés comme Paris, Marseille, Toulouse, Strasbourg ou encore Saint-Étienne. Et c'est un nouveau coup dur pour l'exécutif. La loi Florange, loi emblématique du début du quinquennat de François Hollande, a été en partie retoquée par le Conseil constitutionnel. Les députés socialistes vont devoir réécrire le texte. Les détails avec Jérôme Rabier. C'est l'une des images fortes de la campagne présidentielle de François Hollande qui était venu l'annoncer en personne sur le site d'ArcelorMittal. La loi Florange est depuis devenue une mesure phare du gouvernement, mais comme pour la taxe à 75% sur les hauts revenus, le Conseil constitutionnel n'est pas du même avis que les parlementaires socialistes. Les sages ont bien validé le principe d'obliger les entreprises à chercher un repreneur en cas de fermeture de sites importants. Mais c'est le volet sanctions pour les entreprises qui refuserait ce principe qui a été invalidé. Les parlementaires socialistes vont donc devoir plancher sur une nouvelle mouture de la loi. Il faut encadrer probablement plus les obligations de moyens, c'est-à-dire l'obligation de chercher un repreneur et alléger les sanctions pour faire en sorte que quand quelqu'un décide de fermer une entreprise, ça ne devienne pas une friche industrielle. La droite qui avait saisi le Conseil constitutionnel se frotte les mains. L'atteinte à la liberté entrepreneuriale qui avait justifié leur saisine a été entendue par les sages de la rue de Montpensier. Au Sénat, où le texte avait été rejeté en février, peu de chances qu'une nouvelle version allégée soit adoptée. C'est donc une fois de plus sur l'Assemblée nationale que le gouvernement devra compter. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, je vous retrouve pour un nouveau numéro des Pieds sur Terre consacré à la mode éthique. Très bonne soirée sur Public Sénat.